Votre livre, Le Tableau Noir, aborde le sujet de l'éducation nationale. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Oui, tout à fait. Alors, le tableau noir, c'est un petit peu le fruit de mon expérience d'enseignant. J'ai passé quelques années dans le 93 et évidemment, bon, il décrit la vie dans des bahuts plutôt pourris que dans les bahuts de luxe. C'est pas Henri IV, ce n'est pas Louis le Grand. Bon, ceci étant, les gens qui y enseignent sont de la même nature, qu'ils soient dans des lycées comme Henri IV, Louis le Grand ou dans la Seine-Saint-Denis. Ce sont les mêmes personnels avec les mêmes compétences, simplement ils n'ont pas les mêmes élèves. Or, la vie d'un professeur dans de nombreux établissements en France, j'irais jusqu'à dire dans 80% des établissements, est une vie très difficile. Les jeunes qui débarquent sont souvent confrontés à des situations d'indiscipline, de violence, de raquettes. Et donc, j'ai eu envie de raconter un petit peu la vie d'un professeur à l'intérieur du lycée ou à l'intérieur du collège. C'est une, comment pourrait-on dire ça, euh, c'est une vision un peu humoristique quand même, bien sûr, les collègues ne sont pas tous comme ça. C'est une vision humoristique qui met en relief la grande tristesse de l'éducation nationale de nos jours, sa grande pauvreté, pauvreté de moyens, mais aussi manque de discipline qu'on va retrouver d'ailleurs quand les élèves auront atteint l'âge adulte, c'est-à-dire l'indiscipline sur la route, l'indiscipline partout en quelque sorte, ce qu'on appelle aujourd'hui très pudiquement l'incivilité. Voilà, et donc l'école nous fabrique ça aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous lire un petit extrait de mon ouvrage Le Tableau Noir, qui est édité chez les éditions du Net. Le chapitre 3 en particulier, la machine à café. La machine à café, c'est très important dans toutes les entreprises et en particulier à l'éducation nationale. Après toutes ces rencontres du troisième type, où on a côtoyé les casquettes de rappeurs, les survêtements luisants et froufroutants, les baskets qui font schlac-schlac en fin de journée, avec la transpiration des pieds en lieu clos, les chewing-gums mâchés, la bouche ouverte, avec quelques bulles pétantes, des apprenants qui, avachis sur leur chaise, disparaissaient presque sous la table, on éprouve un sentiment de grosse fatigue. On n'a pas intérêt à avoir envie d'aller aux toilettes pendant le cours. Pas question de laisser les fauves seuls un instant. Ils pourraient bondir partout en poussant des hurlements tarzanesques et les Jane ne seraient pas les dernières. C'est vrai. Parfois, on imagine la classe comme une sorte de jungle terrifiante où derrière les baobabs d'où pendent de nombreuses lianes, toute la faune est là, prête à l'attaque. Votre second livre, Attention pédophobe, pourquoi ce titre? Ah oui, j'aime pas les bébés. Voilà, déjà, c'est une des raisons majeures. Un bébé, c'est un truc casse-pied. Ça crie la nuit, il faut faire des tas de biberons, il y a des tas de... c'est... Quand on y réfléchit bien, c'est pas tant que cela un heureux événement. On voit ça comme un heureux événement pendant un temps, et puis après on est épuisé. Alors on est épuisé, on ne dort plus les nuits, on n'a plus de vie de couple, la mère supplante en quelque sorte l'épouse, le père supplante le mari, et vous avez des gens comme ça qui vont vivre 10, 15 ans, 20 ans, en devenant en quelque sorte étrangers l'un à l'autre, jusqu'à ce que le bébé devenu adulte, parce qu'on n'y pense pas souvent à ça, on dit toujours on veut un bébé, mais un bébé c'est temporaire, hein, ça dure quelques mois, quelques années au mieux, mais ça devient adulte et tant que le bébé n'est pas parti de la maison, eh bien il y a en quelque sorte un défaut dans le couple. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé mon livre Attention pédophobe et en sous-titre À quoi j'ai échappé parce que j'ai eu au fond le bonheur d'échapper à cet handicap. Car au fond, c'est un handicap, on dit toujours c'est un heureux événement, et bien moi je pense que dans bien des cas, c'est pas forcément un heureux événement, encore que dans nos pays européens,
bon, on est quand même relativement gâté, mais quand on va dans certains pays d'Asie ou d'Afrique, on s'aperçoit que finalement, les gens ont des ribambelles d'enfants non désirés en plus et qui leur posent des problèmes beaucoup plus graves qu'à nous. Bon, et puis en Europe, bon, il y a une aide de l'État qui est là, on est soutenu, bon, tout ce qu'on peut imaginer, bien sûr, mais ça ne change pas qu'un bébé, ça crie la nuit, c'est casse-pied. Voilà. Bon. Maintenant, je sais que c'est un peu provocateur comme définition, mais enfin, ça m'a bien amusé quand même. Voilà. Maintenant, je vais me faire un petit plaisir en vous lisant un extrait de Attention pédophobe, ou À quoi j'ai échappé, qui est publié chez Edilivre. Ah, le prénom, c'est toute une affaire. Original, il se doit d'être. C'est une affaire de la plus haute complexité. On va donc s'atteler au travail en attendant l'avènement de l'événement. Bien calé dans le sofa, ordinateur sur les genoux de l'homme, car elle ne peut plus voir ses genoux offusqués par le ventre, calendrier avec tous les saints, livre de conseils sur les bons choix, les prénoms à la mode, ceux qui le seront dans les années à venir, ceux qui font ringard, un long parcours commence. D'abord, ne vexer personne dans la famille, donc donner au moins un prénom déjà existant dans l'arbre généalogique, voire dans l'arbre gynécologique avec priorité pour la branche maternelle, fut-il étrange ou bizarre. Fulgence, le grand-père, né à Montparnasse pour un garçon, ou Bergeronnette, la grand-mère, lointaine arrière-petite cousine d'une femme de chambre de Marie-Antoinette. Car dans nos ancêtres, on a tous un prince ou une princesse. Bon, ceci étant fait, ce sera le prénom caché, inutilisable à jamais, mais qui fera plaisir à la famille. Une identité inavouable, dont le propriétaire se serait bien passé. Il faut toujours penser que le premier prénom, c'est celui dont l'administration se sert. Et recevoir du courrier comme Asdrubal Dupont, Anaxagorine Durand, c'est dur. Dans votre troisième livre, vous abordez les contes classiques d'une manière un peu particulière. Pouvez-vous nous en parler? Oui, bien sûr. Bon, il y a certains contes de fées que j'ai trouvé amusants de mettre au masculin, comme Blanc-Neige et les Sept Naines, ou comme Le Bel au bois dormant. Et puis, il y a d'autres contes que j'ai aimé transformer, réadapter, comme Le Petit Chaperon Vert, ou comme Riquet à la houppe. Et puis il y a La Princesse au petit pois, un conte d'Andersen qui est assez amusant. Donc j'ai revisité un petit peu ces contes en introduisant dedans de nombreuses remarques, soit humoristiques, soit historiques. Et en particulier, il y a un conte qui n'est pas comment parler un conte de fées, mais qui est une histoire humoristique, celui qui s'intitule L'omelette byzantine. Et comme son nom l'indique, l'omelette byzantine, eh bien on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, ça c'est la première partie du titre, et la deuxième partie du titre c'est byzantine qui fait référence à toutes ces discussions byzantines, c'est-à-dire des discussions dont on ne peut pas sortir, qui sont des sortes de galères, de quelque côté qu'on se tourne, de toute façon il n'y a pas de solution. Et cette histoire qui clôt le livre justement, est une histoire politico-syndicaliste que j'ai traduite de l'anglais d'un auteur qui s'appelle Saki, c'est-à-dire son vrai nom c'est Hector Hugh Munro, bon, mais son nom de plume était Saki, et dont je trouve qu'il décrit parfaitement la situation d'aujourd'hui, tant sur le plan politique que sur le plan syndical. Voilà. Bon, là, j'ai le plaisir de vous lire un petit extrait d'un ouvrage que j'ai aussi édité, qui s'intitule « Les contes de mon père le Jard », publié aux éditions Edilivre. Et je vais vous lire un petit extrait du Bel au bois dormant. Oui, vous avez bien entendu, du Bel au bois dormant, un conte de fées mis au masculin, il n'y a pas de raison. Après de nombreuses souffrances, le miracle eut lieu. La reine commença à prendre une forme sphéro-cylindrique. Les bookmakers de tout poil
lancèrent des paris sur le sexe de l'enfant à venir, sur le prénom qui lui serait donné s'il s'agissait d'une fille ou d'un garçon, ou d'autre chose. Dans les chaumières, les langues allaient bon train. Les gazettes emplissaient des pages de suppositions plus ou moins farfelues. La vie du royaume était comme suspendue dans l'attente de ce qu'on a coutume d'appeler un heureux événement. Entre-temps, le membre royal s'était cautérisé et attendait avec impatience de pouvoir être remis à l'usage. Le jour venu, le jour prévu par les astrologues de la cour et les mathématiciens obstétriciens, la reine donna le jour à un superbe bébé mâle, un nouvel habitant privilégié du royaume, un peu entre Bruce Willis et le Dalai Lama. Et chacun de chercher à qui il ressemblait le plus, à sa royale mère, à son royal père, aux ancêtres dont les portraits ornaient l'escalier monumental du palais. Certains iconoclastes se plaisaient à lui trouver une ressemblance avec le général en chef des armées de Sa Majesté, d'autres avec l'astrologue de la reine. Bref, il faisait parler de lui, au détriment des autres, comme toujours en pareille circonstance, où la langue est plus souvent pendue que les criminels.